L'Allemagne nazie mise sur l'association d'une vitesse et d'une puissance de feu foudroyante. L'extérieur de ce bâtiment est absolument criblé d'impacts de balles. On peut faire une analyse criminalistique. Une force de frappe révolutionnaire grâce à laquelle Hitler espère conquérir l'Europe. Vous avez des ordres. L'action combinée de nouvelles tactiques et de nouvelles armes crée une machine de guerre capable de remporter des succès éclairs. C'était un bombardier extraordinaire en piqué. Mue par une technologie de pointe, l'armée allemande balaie les défenses ennemies les unes après les autres. C'est une force irrésistible, avec une formidable puissance de feu. Un peu partout en Europe, on peut encore voir les ruines monumentales de la machine qui a mis la victoire à portée du Troisième Reich et inauguré une nouvelle ère dans l'histoire de la guerre. Voici l'histoire du Blitzkrieg. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, Je les fortifierai! ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Juillet 1941. Survolant la ville soviétique de Smolensk, aux commandes de son bombardier Stuka, Hans-Ulrich Rudel cherche à repérer sa cible 4000 mètres plus bas. Cible en vue! À l'attaque! Toute position bloquant l'avancée de nos panzers est immédiatement attaquée. Rien n'est autorisé à les ralentir. Rudel effectue des missions de bombardement pour appuyer la plus vaste campagne militaire de l'histoire. L'opération Barbarossa. L'un des chars d'assaut menant l'invasion est sous le commandement de Karl Fuchs. Oui! Bravo les gars! La résistance russe est faible. Chaque fois qu'ils tentent de nous arrêter, nous les balayons d'un simple geste. Les Stuka nous appuient à 100%. Les pilotes sont fantastiques. Adolf Hitler a lancé 3 millions d'hommes dans une offensive globale contre l'Union soviétique. D'ici moins de 3 mois, nous assisterons à l'effondrement de l'URSS. Ce sera un événement sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. L'historien James Holland se rend en Pologne pour visiter les ruines du QG secret d'où était contrôlée cette gigantesque invasion. Nom de code, Mauerwald. Ah, voilà ce que je cherche. Des casemates en béton comme celle-là, il y en a beaucoup dans cette forêt. Cet endroit était un gigantesque complexe, une sorte de grand quartier général de l'armée, juste avant le lancement de l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. C'est depuis le QG de Mauerwald que l'état-major allemand supervise cette invasion et la nouvelle tactique du Blitzkrieg, ou guerre éclair. Pour un historien, c'est un sentiment étrange de se tenir ici, si près de ce qui constituait le cœur même des opérations de la Wehrmacht sur le front de l'Est. Vous imaginez l'importance que devait revêtir cet endroit en 1941? En réalité, l'histoire du Blitzkrieg commence après la Première Guerre mondiale, lorsque les Alliés imposent leurs conditions à une Allemagne humiliée. Le traité de Versailles réduit la Wehrmacht à 100 000 hommes et lui interdit les chars d'assaut et les avions de combat. Mais le développement des blindés et de l'aviation se poursuit dans le plus grand secret. En 1933, Hitler arrive au pouvoir. Il augmente les effectifs militaires à 1,5 million d'hommes, continue la production de chars et crée une nouvelle force aérienne, la Luftwaffe. Il entend faire de l'Allemagne la nation la plus puissante d'Europe. Mais il ne suffit pas d'avoir des armes ultramodernes. Il faut aussi trouver un moyen de vaincre des armées plus importantes en un temps record.
L'Allemagne a toujours mené des campagnes rapides. Ce n'est pas une nouveauté. C'est dû au fait qu'elle n'a pas les ressources nécessaires pour faire la guerre. En théorie, il s'agit de remporter une victoire rapide et décisive pour éviter une guerre longue et trop coûteuse. En 1937, un essai de stratégie militaire semble offrir une solution au problème d'Hitler. Achtung Panzer, Gare aux chars en français, est l'œuvre du général de Panzer Heinz Guderian. Il affirme que les forces motorisées peuvent reléguer la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale dans le passé. La tactique imaginée par Guderian ne dépend pas uniquement des blindés. Son idée consiste à associer les différents corps d'armée au sein d'une unité entièrement mobile et autonome. La Panzer Division. La Panzer Division comprend 3 armes différentes. L'infanterie motorisée, l'artillerie mécanisée et motorisée, et les véhicules blindés. Leur but est de se soutenir mutuellement, chacune pouvant appuyer les 2 autres. Ensemble, elles forment une combinaison gagnante. Le succès de ces divisions blindées repose avant tout sur la vitesse. Mais l'artillerie lourde, chargée d'abattre les principales fortifications sur leur route, est trop lente. Elle sera remplacée par des attaques aériennes ciblées. En 1935, la Luftwaffe adopte un nouvel appareil, le Junker Ju-87. Il est rapidement surnommé Stuka pour Sturzkampfflugzeug, qui signifie bombardier en piqué. Bien que l'Allemagne en ait produit près de 6500, il ne reste que 2 Stuka encore intacts. James Corum, historien spécialiste de la Luftwaffe, se rend à Hendon, un quartier de Londres, pour examiner cet avion légendaire. Regardez, c'est un appareil énorme, très lourd et vraiment très laid. Je suis moi-même pilote et franchement, ça n'a pas l'air particulièrement amusant à piloter. Vu l'engin, on devait avoir l'impression d'être aux commandes d'un tank. Il y a tout un tas de plaques de blindage autour du pilote, du mitrailleur arrière et du moteur. C'est un avion robuste, mais on sent qu'il est très dangereux. Et c'est parce qu'il a été construit pour une seule et unique raison. Lâcher des bombes sur les gens. Et il le faisait très bien. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'arme la plus précise de l'Allemagne. Sous les pieds du pilote, il y avait une fenêtre de bombardement qui lui permettait de repérer sa cible. Qu'il s'agisse d'un embranchement ferroviaire ou d'une colonne ennemie. Il enclenchait alors les aérofreins. Ce qui distinguait le Ju-87 Stuka de ses concurrents, c'est qu'il basculait de façon parfaite pour plonger à la verticale. Avec un angle de piqué de 80 degrés, la bombe ne peut pas être larguée directement depuis l'appareil. Elle est montée sur un bras articulé de façon à ce que sa trajectoire ne croise pas le cercle de l'hélice. Et ensuite, il lâchait une bombe de 250 ou 500 kilos. En général, il emportait aussi 2 petites bombes de 50 kilos sur chaque aile. Si bien qu'il arrivait en larguant 5 bombes d'un coup pour éliminer sa cible. C'était un bombardier extraordinaire en piqué et vraiment très efficace. Les Stuka mettent beaucoup moins de temps que l'artillerie lourde à arriver sur le champ de bataille et ils placent leurs bombes à quelques mètres de la cible. Mais les pilotes doivent avoir des nerfs d'acier et résister à l'accélération brutale qui accompagne le redressement de l'appareil une fois la mission accomplie. Pour le jeune Hans-Ulrich Rudel, l'apprentissage est rude. On apprend à piquer avec nos engins à n'importe quel angle, y compris vertical. La formation est très difficile, mais ceux qui arrivent au bout sont de véritables experts. Un entraînement physique intensif permet de s'assurer que les hommes gardent la forme. Les Stuka fournissent à Guderian la force de frappe dont il a besoin pour ouvrir la route à ses Panzer Divisions. Tous les éléments du Blitzkrieg sont désormais réunis.
Il ne reste plus qu'à mettre la machine en mouvement et à la contrôler sur le théâtre des opérations. Afin d'assurer le succès de la guerre éclair, les Stuka doivent s'associer à une autre force d'élite, les divisions blindées. De nouvelles écoles spécialisées ouvrent leurs portes pour offrir à Hitler la meilleure flotte blindée du monde. L'historien militaire Peter Lieb explore les ruines de l'une d'elles à Wunsdorf, près de Berlin. Voici l'entrée principale de la caserne de Wunsdorf. Les jeunes recrues qui passaient ce portail savaient qu'ils allaient intégrer une nouvelle élite. Il y a 80 ans, ce terrain de parade était envahi de soldats vêtus de l'uniforme noir et brillant qui les distinguait du reste de l'armée allemande. Karl Fuchs est un des jeunes Allemands qui se sont portés volontaires pour la Panzerwaffe. Tout est prêt? Très bien. En route! Pour la première fois, on a tous revêtu l'uniforme noir à tête de mort. Et maintenant, on veut surtout aller au combat. Ah, regardez ça! Un Panzerhalle, un parc à chars en français. C'est ici que les Allemands conservaient les blindés. C'est gigantesque. Il y a 80 ans, on entendait résonner les ordres hurlés par les sous-officiers aux hommes qu'ils entraînaient. Ce n'était pas le même entraînement qu'en temps de paix. Il s'agissait de se préparer au combat. On a ici deux détails intéressants. D'abord, ce bloc de béton. À quoi peut-il servir? Ce bloc est là pour protéger la structure. Si un char fait une marche arrière et que le conducteur est novice, ce bloc l'empêche de heurter le pilier et d'endommager les murs. Et pour plus de sécurité, on a aussi une armature en métal. Là, comme vous le voyez, quelqu'un a sans doute essayé d'entrer ou de sortir trop vite. Certains experts du combat blindé considèrent que les chars d'assaut doivent opérer de façon indépendante. Mais Guderian veut les associer avec des unités d'infanterie, du génie et de l'artillerie au sein d'une force synchronisée. Il obtient gain de cause grâce à un puissant allié, Hitler lui-même. Hitler est convaincu que le Grand Reich passe par la guerre. Les moteurs et les avions le fascinent. Il pense que le développement des blindés est la meilleure voie à suivre pour l'Allemagne. Il va donc apporter un soutien enthousiaste à ce genre d'armes. Le général Guderian s'assure ensuite que les différents éléments de ses Panzer-divisions fonctionnent comme une équipe intégrée. À l'époque où il était encore un officier subalterne, Guderian a été attaché à plusieurs unités de transmission. Il y a pris conscience de l'importance des moyens de communication. Il insistait donc pour que chaque élément de la division soit équipé d'une radio. Ce qui distingue les Panzer-divisions, c'est que les différentes armes, infanterie, artillerie et blindés, communiquent par radio. C'est un avantage crucial en termes de mobilité, de manœuvrabilité et de flexibilité. L'idée est révolutionnaire. Chaque véhicule blindé communique avec le chef d'escadron qui appelle à son tour les autres éléments de la division. Les unités spécialisées, y compris les Stuka, peuvent venir appuyer les chars d'assaut en un temps record. Et surtout, les attaques en piqué sont synchronisées avec les mouvements des troupes au sol. En plus de ce travail d'équipe, les équipages des chars doivent faire preuve de motivation et d'initiative. Dans les Panzer-divisions, les hommes apprenaient à anticiper de 2 échelons la chaîne de commandement et la hiérarchie militaire, de façon à mieux comprendre leur rôle dans l'ensemble de la mission. Ils ne devaient pas obéir aveuglément. Les équipages des Panzers ne sont pas les seuls à avoir pour ordre d'avancer à tout prix. Pour maintenir l'allure inexorable de ces troupes, Heinz Guderian forme les officiers à diriger les opérations depuis le front. Par ici. Tout le monde à droite.
des véhicules spécialement équipés servent de poste de commandement mobile. Ce type d'engin permet au commandant comme Guderian de se déplacer rapidement d'un centre névralgique à l'autre. Il réagit de façon très flexible aux évolutions constantes de la situation sur le champ de bataille. Les postes de commandement sont pourvus de plusieurs radios et des divers équipements nécessaires au contrôle des unités motorisées. Avec cette force de frappe mobile et un système de commandement très en avance sur son temps, l'Allemagne est prête à faire entrer la guerre dans une nouvelle ère. Le Blitzkrieg est l'arme foudroyante dont Hitler a besoin pour agrandir le Reich. Mais comme toutes les machines, elle requiert un autre élément indispensable, du carburant. L'Allemagne nazie a conçu certaines de ses principales mégastructures pour faire fonctionner sa machine de guerre. James Holland se rend en Pologne, sur la côte de la mer Baltique. L'ancienne ville allemande de Pölitz a longtemps abrité une raffinerie de pétrole révolutionnaire qui a contribué au succès du Blitzkrieg. Partout où on pose les yeux dans cette forêt, il y a des vestiges de l'ancienne usine de Pölitz. Du béton et des briques. Ah, voilà quelque chose de plus imposant. C'est une très grande structure. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Manifestement, d'anciens réservoirs à pétrole. Allons voir à l'intérieur. Au moment de la guerre, Pölitz était une usine gigantesque. C'était vraiment colossal. Dans les années 20, l'État allemand achète la plus grande partie de son pétrole aux États-Unis. Si la guerre éclate, il suffira aux Alliés de couper cette source d'approvisionnement essentielle pour priver la machine du Blitzkrieg de carburant. Cependant, l'Allemagne a de vastes réserves de charbon. Elle développe un nouveau procédé, l'hydroisomérisation, pour transformer le charbon en pétrole de synthèse. Au départ, son coût exorbitant freine la production, mais Hitler est au-dessus de ce genre de préoccupations. Lorsqu'il arrive au pouvoir, Hitler décide que l'Allemagne doit être la plus autonome possible, y compris grâce au pétrole de synthèse. Pölitz devient un des grands sites de production de carburant synthétique du Troisième Reich. Mais il y a un hic. Pour fabriquer du carburant, il faut du carburant. La transformation du charbon en pétrole est incroyablement peu efficace. Par ailleurs, le procédé requiert des centrales électriques spéciales, très gourmandes en charbon. Si l'industrie du carburant synthétique est vitale pour les avions et les chars d'Hitler, elle n'en pèse pas moins lourdement sur les finances allemandes. Bon sang, c'est absolument extraordinaire. On m'avait parlé de l'existence de cette usine de concassage, mais quand on la découvre au milieu de la forêt, au milieu de nulle part, c'est stupéfiant. Avant d'être transformé en pétrole, le charbon doit être pulvérisé. Cette usine est la première étape de fabrication du carburant de synthèse. On envoie le charbon ici pour y être broyé. Regardez, voici les conduits par lesquels se déversait la poudre de charbon. Les murs portent encore les traces du processus. Et ça, c'est de la poussière de charbon. De la poussière de charbon vieille de 70 ans. L'Allemagne est à la pointe de l'industrie chimique mondiale. Elle affecte ses plus grands chercheurs et ses équipements les plus sophistiqués à des usines pétrolières comme celle de Pölitz. Le volume de production augmente de façon spectaculaire jusqu'à atteindre la moitié de l'approvisionnement en pétrole du Troisième Reich. Plus important encore, la Luftwaffe dépend presque entièrement de l'essence synthétique. Un réseau d'oléoducs aériens achemine le carburant fabriqué à Pölitz dans le reste du Reich. On ne peut pas faire un pas dans cette forêt sans tomber sur une casemate, des ruines ou même un pont. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 24 000 personnes qui travaillaient ici. 3 rotations par jour, 7 jours sur 7, chaque jour de l'année. Cet endroit était immense. Mais même avec le pétrole de synthèse, il n'y a pas assez de carburant pour alimenter l'ensemble des forces d'Hitler. Les véhicules blindés et les chars ne représentaient qu'une partie de l'armée allemande. La vaste majorité des troupes étaient dans l'infanterie et l'artillerie hippomobile. Malgré l'échelle réduite et le côté expérimental de cette nouvelle arme,
le Führer compte sur le Blitzkrieg pour mener l'Allemagne à la victoire. Il décide de tout miser sur une action rapide et brutale contre son ennemi le plus faible, la Pologne. Si la guerre éclair tient ses promesses, il s'en servira pour soumettre d'autres nations avant qu'elles aient tiré les enseignements de l'expérience polonaise. Une fois la guerre éclair lancée en Pologne en septembre 1939, le rouleau compresseur ne peut plus s'arrêter. Cette campagne n'a que deux issues possibles, la victoire totale ou l'apocalypse. Hitler sait parfaitement qu'il joue à qui tout double. En cas d'échec, il est prêt à faire tomber l'Allemagne avec lui. Cette entrée en guerre précipitée laisse les Panzer-divisions avec de nombreux chars légèrement armés, conçus pour l'entraînement et non pour le combat. Mais les Allemands misent sur la vitesse et la stratégie pour enfoncer les défenses polonaises. Lorsque le Führer visite la ligne de front, Guderian a une surprise pour lui. Voilà donc de quoi sont capables nos bombardiers. Non, mein Führer. Ça, c'est l'œuvre de nos Panzers. Incroyable. Merci, mein Führer. Si vous voulez me suivre, j'ai autre chose à vous montrer. Les Stukas ont joué leur rôle en précédant les colonnes blindées pour anéantir les terrains d'aviation et les lignes de communication. Le Blitzkrieg vient de passer l'épreuve du feu avec succès. Hitler va maintenant pouvoir mobiliser toutes ses forces contre les Britanniques et les Français. Printemps 1940. Massée derrière la frontière, l'armée allemande regarde vers la France et la Grande-Bretagne. Hitler est convaincu que le Blitzkrieg lui permettra d'échapper à l'enlisement sanglant de la Première Guerre mondiale. La grande différence entre 1914 et 1940, c'est que le fer de lance est beaucoup plus efficace. Non seulement grâce aux Panzers, mais aussi à la Luftwaffe. L'armée allemande prévoit une double offensive. Tandis qu'un premier groupe traversera les États neutres de la Belgique et des Pays-Bas pour attirer l'ennemi au nord, les Panzers feront une percée décisive plus au sud, de façon à prendre les forces alliées en tenaille et à les couper du reste de la France. Messieurs, La mission est confiée à l'architecte du Blitzkrieg, Heinz Guderian. J'avancerai avec 3 colonnes à travers le Luxembourg et le sud de la Belgique. 5 jours après le début de l'offensive, j'aurai atteint la rive ouest de la Meuse. et ensuite? Je mènerai mes Panzers jusqu'aux côtes de la Manche. L'objectif de l'état-major allemand sur la Meuse est la ville de Sedan. Les Allemands ont choisi Sedan parce que c'était une zone charnière dans les défenses alliées. Plus bas, la ligne Maginot était totalement imprenable. Et juste au-dessus, en biais, il y avait les défenses mobiles des Alliés, français, britanniques, hollandais et belges. C'était le point faible. L'offensive commence le 10 mai 1940. Un des éléments les plus secrets du Blitzkrieg est enfin dévoilé. Pour la première fois de l'histoire, des troupes sont parachutées pour s'emparer des ponts avant l'arrivée de l'armée d'invasion au nord. Cours! Allez, cours! Reviens! Vite! L'utilisation des troupes aéroportées est une innovation majeure. Ça n'avait encore jamais été tenté. Cette stratégie peut vous apporter un énorme avantage, à la fois tactique, mais aussi psychologique. Et en 1940, avec le Blitzkrieg, ils ont réussi à réunir les deux. Les opérations aéroportées persuadent les Alliés que c'est du nord que vient la principale menace. Ils avancent sur la Belgique pour arrêter les Allemands. Mais à 160 km au sud, les colonnes blindées de Guderian traversent le vaste massif forestier des Ardennes, à la frontière française. Tony Pollard, spécialiste de l'archéologie des conflits, explore ce centre névralgique de la bataille de France.
Les Français attachent une grande importance à la défense de la sécurité nationale. Ils savent qu'il y a certains endroits qu'ils doivent défendre et ils passent beaucoup de temps à les fortifier. Mais il y en a d'autres qu'ils considèrent comme imprenables. Et quand on regarde la forêt des Ardennes du haut de cette colline, on comprend pourquoi ils la pensaient infranchissable. Divisés en 3 colonnes, les Panzer-divisions doivent parcourir 100 km à travers le massif ardennais. Près de 800 chars et 22 000 autres véhicules empruntent son réseau de routes de campagne et de chemins de terre. Les routes qui traversent les Ardennes ne sont pas goudronnées. Ce chemin est tout à fait typique. Il ne peut y passer qu'un char à la fois. Le problème, c'est que les Allemands sont à la tête d'une colonne de plusieurs milliers de véhicules. Comme ils ne peuvent pas se déployer, ils n'ont qu'une solution: aller tout droit. Les conducteurs des Panzers ont dû avoir un choc quand ils sont arrivés par ce chemin et qu'ils sont tombés sur ça. Les Ardennes ne sont pas totalement sans défense. Les Français y ont construit ce qu'on appelle des maisons fortes le long de certaines routes. Le 12 mai à 15 h, une colonne parvient au niveau de la maison forte numéro 11, dans la vallée de la Hatrelle. Il n'y a que 6 soldats français dans cette boîte de béton. Mais l'étroitesse de la route leur permet d'arrêter les Allemands. C'est un véritable piège. Et pendant un moment, ils sont comme au champ de tir. Ce n'est qu'une boîte au beau milieu de nulle part. Mais, grâce à leur détermination, ils parviennent à retenir les Allemands pendant 4 heures. Les hommes de la maison forte numéro 11 sont complètement isolés. Mais vu la position des Panzers, les uns derrière les autres sur la route étroite, seul le véhicule de tête peut tirer sur leur casemate. L'infanterie ne tarde pas à entrer dans la bataille. L'extérieur de ce bâtiment est absolument criblé d'impacts de balles. Et si on les étudie de plus près, ils ont une histoire à raconter. On peut faire une analyse criminalistique pour comprendre ce qui s'est passé. On a des tirs de mitrailleuses de ce côté-ci. À première vue, ce sont sans doute les premières rafales tirées par les Allemands. Ils essayaient d'éliminer cette position-là au coin, qui devait arroser la route d'un feu nourri d'armes automatiques. On a une embrasure anti-char juste là. Mais il se passe quelque chose de différent de ce côté-ci. Regardez les dégâts. Ils ont pulvérisé le béton et mis à nu les fers d'armature. Ça veut dire qu'à un moment donné, les Allemands se sont déplacés sur le flanc gauche de la position. Le tir qui a occasionné ces dégâts ne pouvait venir que de là-bas. Les Stuka se concentrent sur les cibles principales, si bien que les Panzers ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Il ne s'agit pas de prendre du retard sur le calendrier établi par le général Guderian. Dès qu'on entre ici, on est envahi par une sensation de claustrophobie. 6 hommes, tous équipés d'armes automatiques, avec des ouvertures dans toutes les directions. C'est le plus gros problème pour les Allemands. Ici, on a une excellente ligne de tir sur la route. Et là, il y avait sûrement le canon anti-char dirigé lui aussi droit sur la route. Tous les engins blindés mécanisés étaient là et tiraient sur ce blocos. Le problème, c'est qu'il manquait aux Allemands une pièce essentielle, l'artillerie lourde. Ici, ça aurait dû être un appui aérien fourni par les Stuka. Mais ils étaient occupés ailleurs. Et c'est grâce à cette pièce manquante que les 6 soldats français ont réussi à retenir toute une colonne allemande pendant 4 heures. Après une résistance acharnée, la maison forte numéro 11 tombe enfin. La colonne repart. Heinz Guderian a rejoint la Meuse en 3 jours, encore plus vite que prévu. Il peut maintenant lancer la 2e étape de son avancée éclair. Pour faire passer ses chars de l'autre côté du fleuve, il doit d'abord neutraliser les positions défensives françaises. C'est là que les Stuka interviennent. Pendant 5 heures, ils s'acharnent méthodiquement sur les lignes de défense ennemies. Les canons français n'ont pas tiré une seule fois tant que les Stuka étaient au-dessus de leur tête. Tandis que les bombardiers pilonnent les Français, l'infanterie allemande traverse le fleuve dans des canaux d'assaut. Après avoir pris possession du périmètre, les ingénieurs construisent un pont pour les chars. 24 heures plus tard,
le premier Panzer traverse la Meuse. La Meuse est le principal obstacle sur la route des Allemands. Une fois qu'ils ont réussi à passer, les vannes sont ouvertes. Ils n'ont plus qu'à progresser à marche forcée jusqu'à la côte. D'une certaine façon, la percée de Sedan marque l'apogée du Blitzkrieg. Le fer de lance blindé de l'armée nazie peut poursuivre sa route. Bravo les gars. Continuez. Il y a un tankiste qui est passé à côté de l'incroyable victoire des Panzers, le volontaire Karl Fuchs. On fait des pieds et des mains pour être envoyé dans une unité sur le front. Mais ça ne marche pas. Je n'aurais pas entendu un seul coup de feu de toute la guerre. On me prendra pour un lâche. Le 20 mai, 10 jours après le début de la bataille de France, les chars de Guderian atteignent les côtes de la Manche. La Wehrmacht a traversé toute la France en prenant de vitesse une armée alliée de plus d'1 million d'hommes. Quelques semaines plus tard, l'État français capitule. Mais les divisions blindées victorieuses et leur puissante artillerie aérienne n'ont pas le temps de se reposer sur leur laurier. Juillet 1940. Maintenant que le Blitzkrieg a fait ses preuves en France, Hitler veut assouvir de plus grandes ambitions. Messieurs, la France est vaincue. Je vous félicite. Et maintenant, nous devons nous occuper de la Russie. Le Führer considère l'URSS et son imposante armée comme les principaux ennemis de l'Allemagne nazie. Depuis le début du conflit, il a acheté des millions de barils de pétrole à ce rival ONI pour alimenter sa machine de guerre. Il entend désormais soumettre les soviétiques grâce au Blitzkrieg et s'emparer du pétrole et des autres ressources dont il a besoin pour faire du Troisième Reich une superpuissance mondiale. Pour Hitler, c'est l'objectif ultime. L'invasion de l'URSS est un enjeu à la fois économique, politique et idéologique. C'est tout ou rien. Pour donner vie à ses rêves d'empire, des ouvrages colossaux sont mis en œuvre. Dans l'actuelle Pologne, James Land découvre les vestiges d'un réseau de canaux destinés à acheminer les ressources des pays de l'Est jusqu'en Allemagne. Bon sang, c'est vraiment immense. Vous avez vu la figure là-haut? C'est assez inquiétant. Il est évident que ce symbole représentait un aigle et un svastika. Comme tous les projets de l'Allemagne nazie, le chantier du canal est démesuré. J'imagine que les vannes étaient ici. On voit encore l'endroit où elles venaient s'insérer. Ce site témoigne d'une ambition particulièrement inquiétante. Quand on voit sa taille, on a vraiment du mal à le croire. Je n'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. Les travaux du canal s'interrompent au début de la guerre. La main-d'œuvre et les matériaux sont réquisitionnés pour la construction d'un nouveau quartier général sur le site voisin de Mauerwald. C'est de là que sera contrôlée l'invasion de l'URSS par les troupes nazies. L'opération Barbarossa. Ces deux gros bunkers étaient aussi les plus importants de tout le complexe. Et ils étaient encore plus imposants à l'époque, parce qu'ils étaient surmontés de deux énormes structures en bois. Ces bureaux abritent des dizaines de téléphonistes et d'opérateurs radio qui transmettent les ordres au front. À l'intérieur de la cabane en bois, on pouvait accéder à l'entrée de la salle des opérations souterraines. Un abri anti-bombe. C'est ici que tout se passait. Il y avait deux casemates dévolues aux communications, et c'est d'ici que l'opération Barbarossa a été contrôlée et commandée. Aujourd'hui, c'est un peu sombre et humide. Mais à l'époque, ça devait bouillonner d'activité. Le bruit des téléscripteurs et des machines à chiffrer. C'est ici, à l'abri des bombes, que transitaient tous les codes et les messages chiffrés entre les quartiers généraux du théâtre des opérations et l'armée sur le front.
Cet endroit ne dormait jamais. Il y avait toujours du monde. Barbarossa est la plus vaste opération militaire de l'histoire. 3 millions d'hommes et plus de 3000 chars d'assaut partent affronter l'armée rouge. Au printemps 1941, Hitler définit le cadre temporel de l'offensive. Tout est prêt? Nos troupes ont reçu l'ordre de lancer l'attaque à 3h30 du matin, le 22. Excellent. D'ici moins de 3 mois, nous assisterons à l'effondrement de l'URSS. Ce sera un événement sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Il ne doute pas un instant du succès des Panzers et des Stuka de sa machine de guerre éclair. Mais le défi est de taille, et les effectifs allemands sont à peine plus importants qu'en France. Les unités de la Luftwaffe actives sur le front disposaient à peu près de 300 Stuka disponibles. Ça ne fait pas beaucoup d'appareils. Et ce n'est pas tout. Alors même que plus de 400 Panzers ont été détruits en France, Hitler ordonne de doubler le nombre de divisions blindées. Il n'y a qu'une solution. Ils ont pris tous les véhicules capturés en France et en Tchécoslovaquie. Mais avec les différents types de modèles, c'est vite devenu un véritable cauchemar logistique. Déplacer cet étrange assortiment d'engins est un casse-tête pour les commandants des Panzer-divisions. Ce n'est pas possible. La 6e division signale qu'elle n'a que 10 chars en état de marche et un bataillon non opérationnel. Qu'est-ce qui se passe? Débrouillez-vous comme vous voulez, mais ce bataillon doit être mobile immédiatement. À 3h15 du matin, le 22 juin 1941, un bombardement massif ouvre les hostilités. Le monde retient son souffle. C'est bon, stop, stop, feu! Karl Fuchs, le jeune tankiste, a enfin l'occasion de se battre. Hier, j'ai encore abattu un char russe. Le deuxième en 3 jours. La guerre, c'est bien moins dur que ce qu'on raconte. Et on est sur les talons des Russes. La victoire est à portée de main. Tout le long du front, qui s'étire sur plus de 1500 km, de la mer Baltique à la mer Noire, les Panzers et les Stuka utilisent leurs moyens de communication et leur supériorité tactique pour transpercer les défenses soviétiques. C'est une combinaison gagnante. Mais le Blitzkrieg est victime de son propre succès. Les divisions d'infanterie et l'artillerie hippomobile n'arrivent pas à suivre. Elles sont à plus de 100 km derrière. Les Panzers perdent un temps précieux à les attendre. Cependant, la machine de guerre éclair semble encore promise à une victoire écrasante. En juin et en juillet 1941, l'URSS subit des pertes terribles. Hitler est convaincu que le Blitzkrieg a fonctionné. Vous voyez, messieurs, je vous l'avais dit. L'armée rouge a l'avantage du nombre, mais elle n'a pas de cerveau pensant. D'ici quelques semaines, la menace bolchevique sera éradiquée. Hitler est l'archétype du joueur. Il a tenté un coup de dé contre la France, les Pays-Bas et la Belgique, et contre toute attente, il s'en est sorti. Alors, comme n'importe quel joueur, il tente de recommencer le même coup. Le problème, c'est qu'ils ont très peu de temps. Ils n'ont que 12 semaines pour l'opération Barbarossa. S'ils veulent remporter la victoire et annihiler complètement l'armée rouge, ils doivent respecter leur calendrier au jour près. Mais les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'en Europe de l'Ouest. Les mauvaises routes et les vastes distances ne tardent pas à épuiser les réserves de carburant de l'armée allemande. Les blindés essuient des pertes critiques. Les chars et les véhicules confisqués aux Alliés sont les premiers à tomber en panne. Toutes les pièces étaient différentes. Et une fois qu'elles ont commencé à lâcher, il n'y avait aucun moyen de les remplacer. Les Panzer-divisions ont plus que jamais besoin de l'artillerie aérienne des Stuka. Mais Hans-Ulrich Rudel et les autres pilotes sont à bout de force.
On en est arrivé au point où la volonté ne suffit plus. Nous sommes totalement épuisés. Les appareils eux-mêmes ne sont plus en état de voler. Ce qui arrête la Luftwaffe aux portes de Moscou, c'est la logistique. Ils sont à court de carburant et à court de pièces de rechange. Et les troupes allemandes se découvrent un nouvel ennemi redoutable, l'hiver russe. La première neige a fondu en nous plongeant dans la boue jusqu'au cou. Les chars eux-mêmes sont embourbés, et on a l'impression de s'enliser dès qu'on fait le moindre pas. On ne peut pas bouger. La résistance des soviétiques et les conditions météo finissent par avoir raison des soldats exténués et de la machine de guerre éclair. La campagne tout entière a été entièrement axée sur le fait qu'elle n'allait pas durer plus de 12 semaines. Si bien que lorsque l'automne puis l'hiver sont arrivés, les hommes n'étaient pas préparés. Ils n'avaient même pas de tenue d'hiver. Le 21 novembre, Karl Fuchs tente de retenir une contre-attaque soviétique. Il est vulnérable dans son char tchèque. Il meurt à moins de 80 km de l'objectif final. Oh mon Dieu! Moscou. Dans un effort désespéré pour sauver ce qu'il reste de ses Panzer-divisions, Heinz Guderian, commandant en chef du Blitzkrieg, tente d'expliquer la situation au Führer. Mein Führer, les hommes qui sont au front sont soumis à des conditions impossibles. Leurs vêtements sont usés et les tenues d'hiver que nous leur avons promises ne sont pas arrivées. Les pertes dues à l'hypothermie et aux engelures ne cessent d'augmenter. Ne laissez pas les problèmes de vos soldats vous atteindre ainsi. Il faut fermer votre esprit à ces détails. Vous avez des ordres. Hitler reproche l'échec de la guerre éclair à ses généraux. Guderian est relevé de ses fonctions après avoir ordonné la retraite pour le salut de ses troupes. Je pense à mes hommes en train de mourir de froid, et ça m'empêche de dormir. L'état-major à Mauerwald n'a aucune idée de ce qu'on ressent dans ce désert glacé. Même à Mauerwald, le haut commandement ne se fait plus d'illusions sur sa capacité à vaincre l'URSS en quelques semaines. Ce projet était un peu trop ambitieux pour le Blitzkrieg. Aujourd'hui, le spectacle des casemates en ruine illustre le naufrage de cette ambition et du Blitzkrieg. Hitler voulait écraser l'armée rouge et piller les ressources de l'URSS. Au lieu de quoi il se retrouve piégé dans une guerre d'usure dévastatrice. À la veille de l'opération Barbarossa, Hitler n'a qu'un seul ennemi, la Grande-Bretagne. Au moment où son armée se retrouve paralysée à la fin du mois de décembre 1941, il en a trois. La Grande-Bretagne, les États-Unis et l'URSS. Ensemble, ces trois nations ont accès à des réserves de matériel et d'hommes quasi illimitées. Et les Allemands n'ont pas les moyens de se mesurer à ça. Dans les derniers mois de la guerre, Hitler est obsédé par l'idée de mettre au point de nouvelles armes pour vaincre les Alliés. Des fusées, des avions à réaction, des chars géants. Mais aucune d'entre elles ne remporte les victoires fulgurantes qui ont fait du Blitzkrieg la plus extraordinaire des machines de guerre nazies.